Donc, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, vous l'avez fait, mais je vous invite à mettre vos micros en sourdine et lorsque la parole vous sera donnée, bien, vous pourrez l'ouvrir, évidemment. Veuillez noter que la rencontre est enregistrée. Par contre, elle va être déposée là, sur notre site Internet par la suite. Bon, bien, bienvenue à cette conférence virtuelle sur la pratique de l'IPS à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval. Mon nom est Juliane Boutin. Je suis chef de service des infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes. Et en tant qu'une des premières IPS à l'Institut et à Québec, je peux vous dire que je suis fière de voir où est rendue la pratique de l'IPS chez nous. Celle-ci a grandement évolué au fil de l'expérience acquise, de l'ouverture des autres professionnels, des infirmières, des pharmaciens et bien sûr de la législation. Cette belle évolution est également le fruit de l'implication de plusieurs acteurs clés. D'abord, les IPS elles-mêmes, mais aussi les médecins et les gestionnaires. Ici, les IPS ont l'opportunité d'évoluer dans un milieu qui leur permet d'occuper leur plein champ d'expertise. Un milieu qui prône une culture où l'IPS revêt une place importante au sein des équipes de soins, où elle améliore la qualité des soins, la fluidité des trajectoires et augmente l'accessibilité. L'Institut est un milieu stimulant qui favorise à différents plans le développement professionnel des IPS. Environ 3 000 employés, infirmières, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles y œuvrent pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles hospitalisées et ambulatoires. L'Institut offre notamment des soins et services spécialisés et ultra spécialisés en cardiologie, en pneumologie et en maladies reliées à l'obésité. Supporté par la médecine spécialisée, la gériatrie et les soins palliatifs. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 millions d'habitants, soit environ 30 de la population du Québec. L'Institut a été et est toujours un leader dans l'implantation du rôle de l'IPS au Québec. Établi en 2006 en chirurgie cardiaque, c'est aussi en insuffisance cardiaque, en chirurgie thoracique, en oncologie, en médecine interne et bientôt en soins palliatifs que les IPS exercent à l'Institut. Nous sommes à développer une réelle communauté de pratique IPS. On assiste à une collaboration entre les différents domaines de soins où les IPS partagent entre elles leur expertise respective. L'Institut poursuivra le développement de la pratique en ouvrant sur d'autres domaines de soins dans les prochaines années, tels que la chirurgie bariatrique. Chez nous, nous favorisons la rotation entre deux domaines de soins connexes. Par exemple, entre l'insuffisance cardiaque et la chirurgie cardiaque ou entre l'oncologie ambulatoire et la chirurgie thoracique. En plus d'éviter des bris de service, cette façon de faire permet à l'IPS de diversifier sa pratique, ce qui s'avère être pour elle très stimulant, mais aussi très enrichissant puisqu'elle peut transposer ses connaissances d'un domaine de soins à l'autre. Ainsi, l'IPS a l'opportunité au cours de sa carrière d'ajouter ou de changer de domaine de soins. Nous lui offrons alors la période d'intégration nécessaire à l'acquisition de ces nouveaux apprentissages. Évoluant dans un milieu universitaire, en plus de leur pratique clinique, les IPS ont l'opportunité d'enseigner à l'Université Laval, de contribuer à différents projets de recherche, de participer à de nombreuses formations continues et d'être membres de communautés locales ou régionales en lien avec leur domaine de soins. L'équipe des IPS, c'est 10 personnes dévouées et passionnées. Elles sont présentes ce soir et quelques-unes d'entre elles s'adresseront à vous à tour de rôle pour simplement vous parler de leurs pratiques respectives. De plus, Dr Mohamadi, chirurgien cardiaque, et Dr Julien, chirurgie bariatrique, discuteront de la valeur ajoutée et souhaitée d'une IPS dans leur équipe de soins. Une période de questions suivra à la toute fin et ce sera l'occasion pour vous d'échanger avec les IPS et les médecins et de poser vos questions. Pour ce faire, vous serez invité à lever votre main afin de vous exprimer verbalement ou simplement via le chat. En terminant, j'aimerais vous remercier pour votre présence ce soir et j'espère que nous réussirons à vous transmettre la passion qui nous anime depuis près de 16 ans
de pratique IPS à l'Institut. Un milieu spécialisé et ultra spécialisé, stimulant professionnellement, où l'on sent qu'on fait partie d'une grande famille. Sans plus tarder, je vous présente la première IPSSA à s'adresser à vous ce soir. Elle travaille en chirurgie cardiaque, en insuffisance cardiaque et bientôt en soins palliatifs. Ce soir, elle vous parle de sa pratique en insuffisance cardiaque. Mireille Villeneuve, c'est à toi la parole. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Mireille Villeneuve. Je suis infirmière praticienne depuis 2012, issue de la cohorte formée en cardiologie. J'ai initialement travaillé en chirurgie cardiaque, puis par la suite, comme Juliane me dit, en pratique combinée avec la clinique d'insuffisance cardiaque. Et puis prochainement, j'intégrerai un nouveau rôle d'IPS en soins palliatifs. Donc, c'est assez novateur comme pratique de pouvoir changer de domaine. Moi, j'ai acquis, dans le fond, cette expertise-là puis cet intérêt pour le domaine de soins palliatifs via la clinique d'insuffisance cardiaque parce que nos patients, c'est une maladie chronique qui évolue vers l'approche palliative. Puis, je développe un intérêt. Donc, l'IUCPQ est ouvert, dans le fond, à qu'on change de domaine. Donc, si on revient à la pratique à la clinique d'insuffisance cardiaque, ce qui démarque la pratique en clinique ambulatoire, c'est vraiment la pratique autonome de l'IPS. Comment ça fonctionne? C'est que l'IPS voit environ 25 patients par semaine de façon autonome, mais elle a toujours un cardiologue à qui se référer. Puis si jamais, en fait, soit l'investigation dépasse son champ de pratique ou si on a besoin de discuter d'un cas complexe avec le cardiologue, l'équipe est toujours disponible. Et puis, dans le fond, l'ouverture des cardiologues puis le lien de confiance qu'ils ont avec nous pour développer notre pratique de façon autonome, c'est un point qui est vraiment marquant dans notre pratique. Comme j'ai dit, la clinique d'insuffisance cardiaque de l'IUCPQ, c'est une des plus grosses au Canada. Donc, c'est sûr qu'on travaille de façon interdisciplinaire avec les nutritionnistes, les pharmaciens, les infirmières et les médecins parce qu'on offre une gamme de technologies avancées pour nos patients. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse en discuter avec tous les professionnels pour évaluer c'est quoi la meilleure option pour nos patients. Donc, ce travail de collaboration-là, l'IPS est vraiment impliqué. Par la suite, notre travail consiste beaucoup en des suivis téléphoniques. Quand on ajuste la thérapie, nous ajustons nos traitements de par nous-mêmes. Soit on appelle le patient pour évaluer si ça a bien fonctionné, puis on l'ajuste aux besoins, ou on demande souvent des laboratoires qu'on s'occupe aussi de gérer. Puis quand on appelle nos patients, on en profite toujours pour faire de la prévention cardiovasculaire, puis aussi de l'enseignement sur les autosoins en insuffisance cardiaque, qui est la pierre angulaire, dans le fond, du traitement de l'insuffisance. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de la recherche. Ma collègue Julie Francoeur a participé à quelques recherches infirmières sur les autosoins chez notre clientèle. Puis aussi, on participe beaucoup à la recherche médicale en favorisant le recrutement des patients qui peuvent bénéficier de certaines recherches. Puis parfois aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les patients de la recherche. Puis mes collègues, surtout en médecine interne et en chirurgie cardiaque, le font également. Comme vous voyez, on a une pratique vraiment autonome, puis ça se traduit vraiment dans les chiffres parce qu'au fil des années, on a été capable de réduire passablement les listes d'attente pour la clientèle atteinte d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est sûr que ça a un impact positif sur cette clientèle-là. Puis moi, ce que j'aime le plus dans mon travail à la clinique, c'est vraiment tout le processus qu'on fait avec le patient. Fait qu'on le prend en charge dès son début qui est référé. On fait toute l'investigation avec lui, on l'accompagne de façon autonome dans le fond, dans les bons résultats, dans les moins bons résultats jusqu'à l'approche palliative. Ça nous permet de créer un lien de confiance qui est vraiment inégalé pour cette clientèle-là. Puis c'est le point que les patients aiment le plus, c'est qu'on leur parle par téléphone, on les voit souvent, ils se réfèrent à nous comme l'intervenant pivot. Puis ça, le patient, oui, est satisfait, mais nous, professionnellement, c'est ce qui nous satisfait le plus aussi. Un, d'être autonome, puis deux, de faire la différence dans la vie de ces patients-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur principalement notre rôle à la clinique d'insuffisance cardiaque. Parfait, Mireille, merci beaucoup.
Maintenant, je céderai la parole à Geneviève Boily, IPS en chirurgie cardiaque. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Geneviève. Moi, je suis en chirurgie cardiaque, comme ça a été dit. Je fais partie de la première cohorte, donc j'ai été formée avec Juliane. Donc, mon rôle, je travaille, comme je dis, en chirurgie, en soins aigus, principalement au niveau de l'étage et ainsi qu'aux soins progressifs. Donc, mon rôle est vraiment de prendre en charge complète la globalité des soins pour nos patients dès la sortie des soins intensifs. Donc, on est les premiers répondants chez nous en ce qui concerne toute la globalité du suivi des patients. On travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec tous les résidents, les fellows, les chirurgiens, bien entendu, l'équipe d'infirmières, les autres spécialistes aussi. On fait affaire beaucoup avec tous les autres spécialistes de notre milieu et tous les autres professionnels qu'on a inclus dans notre équipe et avec qui on a un contact régulier, très étroit. On peut en nommer quelques-uns comme les nutritionnistes, les physio et ergo. Puis ensemble, on a bâti là, un travail d'équipe là, qui est vraiment solide et vraiment très satisfaisant. Donc, on travaille, on fait la tournée médicale de tous les patients. Une partie est tournée avec les résidents, les fellows, et nous, on s'assure là, de la globalité de leurs soins. On est complètement autonome là, pour établir nos plans de traitement actuels et plans de traitement futurs de nos patients. Donc, on commence notre journée avec une tournée médico-infirmière. On fait des examens physiques ciblés. On revise tous nos dossiers, tous les examens que les patients ont passés. On établit nos plans de traitement, d'investigation pharmacologique et bon, on fait nos suivis. Puis, on est vraiment les premiers intervenants toujours sur place. Donc, on agit vraiment avec une clientèle qui peut être instable. On va faire aussi beaucoup de consultations. On va se déplacer à l'urgence. On peut aller voir des patients qui ont une chirurgie, qui sont rendus dans d'autres secteurs dans l'hôpital. On va faire des consultations aussi, des suivis à la clinique ambulatoire avec des clientèles ou des demandes plus spécifiques comme les plaies complexes, des examens particuliers qu'on va avoir décidé qu'on fait faire à nos patients. Alors, des suivis en externe, ça peut être des radiographies pulmonaires, ça peut être des ECG, ça peut être des échographies qu'on a décidé de faire passer à nos patients en externe. Donc, on a vraiment un rôle, j'aime pas vraiment dire le mot pivot, mais on est un rôle vraiment central là, pour l'ensemble de nos patients aussitôt qu'ils sortent des soins intensifs jusqu'à leur retour à domicile. On planifie puis on assure tout ce suivi-là. Bien sûr, là, depuis 2006, je travaille depuis 2006, ma pratique, elle a vraiment évolué au fil du temps. À l'ICPQ, on a à cœur que nos pratiques soient le plus adaptées à nos connaissances, à nos capacités, avec nos apprentissages. Donc, tranquillement, au fil du temps, on a adapté notre pratique pour que ça soit le plus satisfaisant et que ça puisse combler là, nos attentes. Donc, aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'UCPQ, on a la possibilité de faire toute la formation et de suivre toute la formation continue qui est offerte, entre autres, là, au niveau médical. Donc, on est intégré avec les médecins à toute leur formation. Alors, ça, c'est plaisant. Fait que moi, en ce qui me concerne, bien, c'est ça pour chaque domaine. On va suivre les formations qui sont adaptées à nos besoins, comme j'assiste aux formations en cardio-médical, mais aussi en chirurgie cardiaque. Si j'ai des besoins spécifiques, bien, les autres domaines me sont ouverts aussi. Je peux aller faire une formation en médecine interne ou en pneumo. Ça reste toujours des possibilités et une ouverture là, ça fait partie vraiment de notre culture, la UCPQ. Ensuite, comme IPS aussi, on fait partie de plusieurs comités stratégiques. La PCI, on est impliqué dans des comités. Je vous donne des exemples, là, la gestion de douleur, la trajectoire des soins. Donc, on a toujours resté au sein de l'équipe de la DSI pour pouvoir s'impliquer là, directement là, dans les soins concrets. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est capable de développer nos expertises, de développer ce qui nous intéresse vraiment. Mais comme moi, plus spécifiquement en chirurgie, c'est sûr qu'on a développé des expertises vraiment très pointues,
comme les arythmies, la lecture de CG, la lecture des radiographies, la gestion des drains thoraciques, toute l'insuffisance cardiaque, toutes les plaies complexes. Alors, c'est des champs qu'on est capable d'aller peaufiner au fil du temps. Ce que j'aime le plus dans mon milieu en chirurgie cardiaque, c'est sûr que depuis 2006, comme je vous dis, il y a une très grande évolution selon notre expertise puis selon notre ajustement. Au début, on commence tout petit, tranquillement, mais on est capable de s'adapter puis d'en prendre de plus en plus. On a une belle autonomie, on est respecté dans notre milieu, on était capable de développer notre expertise en soins aigus. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est je trouve qu'on a une très belle confiance des pairs. Donc, on travaille avec une belle équipe. La confiance est là. Puis, ce qui est vraiment le plus agréable, c'est qu'on a vraiment une appréciation des patients. On se le fait dire régulièrement. Puis ça, ben, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, j'ai essayé de faire court, étant donné les délais serrés. J'espère qu'en tout cas, peut-être j'aurai d'autres idées. Si vous avez des questions à la fin, ça me fera plaisir. Merci Geneviève. Maintenant, on passerait à Marie-Joëlle Pelletier, qui est IPS en oncologie pulmonaire. Alors, salut tout le monde. Alors, comme j'ai été introduite par Juliane, moi, c'est Marie-Joëlle Pelletier. Alors, je travaille pour le volet oncologie et chirurgie thoracique de l'Institut. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de mon rôle en oncologie. Moi, je suis IPSSA depuis 2019. Alors, j'ai été la première cohorte là, du nouveau programme IPSSA à l'Université Laval. Alors, pour notre rôle, nous, en oncologie pulmonaire, on a quand même un gros rôle de suivi de patients. On assure vraiment le suivi là, des patients qui sont en traitement de chimiothérapie. Alors, souvent, on va le faire en alternance avec nos médecins. Alors, une fois, c'est le médecin, une fois, c'est l'infirmière praticienne. Alors, on travaille vraiment en tandem avec nos médecins. Quand on parle de traitement de chimiothérapie, on parle de tous les traitements en général, traitement de chimio, traitement de radiothérapie, traitement d'immunothérapie et des thérapies ciblées. Alors, sur vraiment toutes les formes de traitement là, du cancer du poumon à l'Institut, là, on est formé là, dans le fond, pour faire les suivis de ces patients-là. On fait aussi beaucoup de suivi de patients en survivance. Alors, tous les patients qui ont reçu leur traitement, qui sont rendus en phase d'observation. On peut les voir de manière régulière. Souvent, on va faire l'évaluation de l'état général, on va faire aussi toute l'évaluation du risque de récidive, l'évaluation aussi de tous les examens diagnostiques. Si on a des doutes sur un doute de récidive, on peut demander tout de suite les examens. Alors, on a vraiment une belle autonomie par rapport à ça. Ensuite, on peut demander aussi des examens si on pense que le patient fait une thrombophlébite. On peut leur demander un Doppler. On est totalement autonome pour gérer ensuite pour les résultats. Puis aussi, on fait beaucoup de suivi là, de patients en soins palliatifs. Alors, c'est vraiment des patients qui ont eu leur traitement, qui sont en arrêt de traitement. Alors, on fait plus suivre là, leur évolution au niveau de la maladie. On évalue le maintien à domicile, voir s'ils ont besoin de choses, d'ajouter des services à domicile. Puis, on pallie vraiment à tous les différents symptômes. Alors, une belle autonomie là, pour toute prescription de narcotiques, de prescription de différents médicaments là, pour essayer de diminuer les effets secondaires là, de la maladie. Une grosse partie aussi de notre travail, ça va vraiment être la collaboration avec l'équipe interdisciplinaire. En oncologie pulmonaire, comme la plupart des cliniques d'oncologie, on travaille vraiment avec une grosse équipe. Alors, quand on parle d'une équipe, on parle des médecins, des infirmières pivots, les infirmières qui donnent les traitements, les nutritionnistes, pharmaciens, psychologues, les travailleurs sociaux. Alors, on a vraiment une grosse équipe. Puis, on est vraiment imbriqués là, dans cette équipe-là, puis on travaille vraiment là, en collaboration les uns avec les autres. On a une grosse partie de formation, de réponse aux questions. Des fois, on va vraiment accompagner les infirmières pivots là, dans leurs évaluations des patients. Souvent, ça va être des évaluations qui vont être téléphoniques. Alors, des fois, là, le fait de ne pas voir le patient, ça peut poser un petit défi là, d'évaluation. Alors, on est vraiment là pour les accompagner dans leur évaluation, aussi dans leur prise de décision par rapport aux patients. On élabore aussi beaucoup de procédés de soins. Je viens d'en parler un petit peu, on fait partie de plusieurs comités, mais aussi on élabore aussi des nouveaux procédés de soins comme des ordonnances individuelles standardisées ou des ordonnances collectives. On fait partie de plusieurs comités là, pour l'élaboration de ces différents documents-là qui nous aident
au niveau de notre travail sur le terrain. Puis, on collabore aussi avec l'université pour faire de la formation. Hein. Plusieurs d'entre nous sont professeurs là, pour différents cours là, pour les IPS, c'est ça, à la maîtrise. Puis aussi, on va être superviseur de stage. Alors, si vous venez à l'UICPQ, on risque de se voir là, comme superviseur de stage. Ce que j'aime le plus dans mon travail, je vais vous dire, c'est vraiment la relation avec nos patients. En oncologie à l'hôpital Laval, nous, on va suivre nos patients du diagnostic au décès. Alors, c'est vraiment des patients où on va avoir un suivi longitudinal. On va être capable de vraiment faire vraiment une relation de confiance avec ces patients-là. Alors, c'est ce que j'aime vraiment le plus en oncologie, c'est vraiment de pouvoir créer une relation de confiance avec les patients puis pouvoir les suivre vraiment tout au cours là, des traitements, puis même quand on est rendu en phase un peu plus palliative, c'est vraiment super motivant de pouvoir quand même dire qu'on peut avoir encore des impacts puis on peut faire la différence là, dans le cheminement de nos patients. Je pense que ça, c'est ce que je préfère le plus dans mon travail. Ce que j'aime aussi, c'est le travail d'équipe. Alors, en oncologie, on ne peut pas travailler seul. Il faut travailler vraiment avec toute une grosse équipe. Alors, j'ai l'impression que tout le monde est un peu imbriqué dans une belle roue, puis tout le monde fonctionne quand même bien. On a une belle ambiance de travail. Alors, ce que ça nous permet, c'est de pouvoir communiquer facilement, puis toujours dans le but, là, dans le fond, de faciliter là, le suivi de nos patients. Puis, depuis 2019, ça fait 2 ans là, que je suis PSSA à l'Institut. Ce que j'ai vraiment apprécié présentement, là, c'est vraiment mon autonomie de pratique. Le fait que je peux faire la différence dans le suivi de mon patient, d'être autonome pour faire des changements de médicaments, de prescrire des examens, de faire le suivi. Je pense que c'est ce qui me motive le plus là, dans mon travail. Là, j'ai comme l'impression de vraiment avoir été chercher là, ce qui me manquait là, pour assurer les suivis de mes patients. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Je céderai la parole maintenant à Reda, qui est IPS en chirurgie thoracique. Donc, bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Reda Ouari, je suis IPS en chirurgie thoracique et oncologie pulmonaire. Un peu à la différence de Marie-Joëlle, c'est qu'en chirurgie thoracique, je suis assigné à l'étage et je fais la clinique externe d'oncologie pulmonaire. Donc, tout ce que Marie-Joëlle fait, les traitements de chimio et ainsi de suite. Je vais plus focuser sur l'étage de chirurgie thoracique. Je fais partie aussi de la première cohorte d'IPS-SA. Diplômé en septembre 2019. Je fais la même partie de la même cohorte que Marie-Joëlle. Pour ça, on se complète quand même bien. C'est un peu difficile de passer un peu le dernier parce que tout le monde a dit tout, là. Mais je vais quand même essayer de vous montrer un peu la différence qu'on fait un peu en chirurgie thoracique. Donc, un peu les tâches principales. En fait, la tâche principale que j'ai à l'étage, c'est vraiment d'assurer une présence constante à l'étage. Présence constante entre 8 heures et 4 heures, évidemment. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, nous, on est là pour les patients, on est là pour les infirmières. On collabore beaucoup avec les équipes interdisciplinaires. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a l'infectiologue qui débarque, on jase du patient vite, ben, ça permet de donner une orientation très rapide pour le patient. Avec les autres professionnels, on fait pareil. Donc, au lieu d'avoir une physio qui va courir après le chirurgien qui est au bloc, elle ne le trouve pas, puis là, il est rendu 6 heures. Puis bon, donc ça permet vraiment de donner des orientations très rapidement. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on est aussi les premiers répondants. Donc, n'importe qui sur l'étage, une infirmière, un médecin, une physio, ergo, pharmacien, la première personne avec qui il devrait communiquer, c'est vraiment avec l'IPS, c'est-à-dire avec moi. C'est que nous, on centralise tout. On a les informations nécessaires pour faire avancer le dossier du patient, pour faire avancer les choses. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses parce que des fois, on n'est pas dans la tête du chirurgien, mais si on n'a pas la réponse, on va être le lien entre le chirurgien puis les équipes aussi pour ramener l'information un peu plus tard. On a quand même un canal de communication qui est beaucoup plus rapide et plus facile aujourd'hui. C'est sûr, ben, on ne peut pas échapper à la tournée médicale de l'étage. Quand on parle de l'étage, ben, on parle de l'étage de chirurgie thoracique. On parle aussi des soins progressifs. Ça, c'est 14 lits d'étage, 3 lits de soins progressifs.
Puis aussi, on fait la tournée des patients ectopiques. Un patient ectopique, c'est-à-dire un patient qui n'est pas sur l'étage de chirurgie thoracique, mais qui a un drain, mettons, qui est en pneumo, qui a un drain qu'on doit gérer, ben, on se déplace, puis on va voir le patient pour faire le suivi, faire les techniques nécessaires aussi. C'est vraiment quand même très diversifié. L'autre chose, ben, je viens d'en parler, c'est vraiment de faire les techniques invasives. Une technique aussi simple que le retrait du drain, la gestion du drain. On ne les installe pas pour le moment, puis c'est bien correct comme ça aussi. On va aussi s'occuper des pansements complexes. On va aller faire aussi des techniques au niveau du drain qui pourraient être l'injection de médication pour effectuer ce qu'on appelle une fibrinolyse ou aussi un blood patch, donc une injection, on injecte du sang via le drain, qui est des techniques quand même qui sont à risque d'infection puis qu'il faut gérer par la suite. Ben, c'est sûr qu'on participe à l'enseignement et au soutien clinique des infirmières. On a, oui, des infirmières d'expérience de jour, mais aussi, on a aussi des jeunes infirmières, on a des CEP, on a des étudiantes. On est là, c'est pas compliqué. Des fois, c'est poser une question sur une radiographie pulmonaire, prendre 5 minutes, le temps de leur expliquer c'est quoi la radio, qu'est-ce qu'on voit, puis pourquoi, tu sais, il est où le pneumothorax, puis juste un petit enseignement rapide, là, puis c'est très individualisé pour chaque besoin. On fait du soutien clinique, pareil, ils ont un problème avec un drain, un problème avec un patient, ben, on est là aussi pour les soutenir, ou avec un pansement, on est là pour les soutenir là-dedans. Évidemment, ça j'en ai parlé aussi, le suivi avec les intervenants, donc physio, ergo, TS. Des fois, écoutez, s'arrêter 5 minutes dans le corridor, croiser le TS, croiser l'ergo, physio, on leur parle 5 minutes du patient, on fait un plan de match. Écoutez, on vient de régler, on vient de faire gagner une journée et demie d'hospitalisation, tout simplement en s'étant fixé des objectifs clairs, des objectifs de retour à domicile ou de transition vers d'autres milieux plus adaptés pour sa convalescence et surtout s'assurer d'un retour sécuritaire. Évidemment, on participe à la recherche, ça fait partie de notre travail. On a quelques recherches en chirurgie thoracique, notamment sur la douleur. L'autre point aussi, c'est qu'on participe à la Banque canadienne de chirurgie thoracique, donc on collige toutes les chirurgies. Nous, à l'étage, l'IPS, sa fonction première au niveau de la banque de données, c'est vraiment de colliger toutes les complications parce qu'on a vraiment une vue un peu plus impartiale où on va trouver, mettons, un chirurgien qui va avoir tendance à sous-déclarer, une infirmière peut-être qui va avoir tendance ou quelqu'un d'autre qui va avoir tendance à sur-déclarer. Les études ont démontré que les IPS étaient capables d'arriver avec un juste milieu puis surtout d'attraper toutes les complications. Une rétention urinaire, pour tout le monde, ce n'est pas une complication, mais oui, c'en est une. Oui, il faut la déclarer. Ben, les chirurgiens n'aiment pas ça, mais nous, on le fait quand même parce que c'est ce qui est demandé pour la banque de données. Donc, c'est un peu ça aussi, c'est être aussi capable de dire, ben, c'est ça, il faut le faire, puis voilà. Rapidement, moi, je vais faire un constat aussi. Au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on a apporté? Qu'est-ce qui se passe? C'est la collaboration étroite avec les chirurgiens. On voit, c'est une équipe très serrée, on parle beaucoup, on travaille ensemble, ils nous font confiance. La collaboration aussi très, très précieuse avec les fellows qui nous viennent, avec qui les premiers temps, il faut leur montrer les rouages de l'hôpital, il faut qu'ils le connaissent, l'étage, tout ça. Puis après, c'est sûr qu'on se parle beaucoup des patients. On fait aussi, on a remarqué aussi qu'on faisait beaucoup de soutien aux résidents, aux externes qui venaient nous voir. À l'étage, on est là, les chirurgiens ne sont pas là. On fait les soutiens, on leur montre les techniques. S'ils ont des questions pareilles, ils passent par nous. Ça, c'est quand même un très beau constat. L'autre constat, ça a été chiffré pour la première année ou année et demie, notre arrivée à l'étage de chirurgie thoracique, c'est qu'on a constaté une diminution de 0,6 jours d'hospitalisation pour un patient. Encore une fois, moi, je dis toujours 0,6 jours, ça ne fera pas l'esprit, mais 0,6 jours, dites-vous, là, c'est un patient qui a quitté à 10 heures le matin plutôt que quitté à 18 heures. Un patient qui quitte à 10 heures le matin, c'est une sortie de soins intensifs plus rapide. C'est un patient qui monte de l'urgence vite. C'est un patient qui est transféré d'un autre centre hospitalier rapidement.
Donc, le point 6 jours, au final, on voit toute son importance ici. C'est libérer des lits, mais surtout libérer des lits de façon sécuritaire. Ne pas sortir le patient pour le faire sortir. C'est sûr que des fois, on parle avec le chirurgien, puis on dit, ben, peut-être qu'on donnerait un petit 24 heures de plus à ce patient-là, puis les médecins nous écoutent quand même là-dessus. L'autre chose, c'est la rapidité de la prise en charge des complications. Donc, un patient qui fait une FA, un patient qui fait une surcharge, l'infirmière, dès le moment qu'elle le constate, elle vient nous voir, on prend en charge ça très rapidement. Donc, en moins de 5 minutes, le LASIX est donné, l'évaluation est faite, la médication est prescrite, les prises de sang sont faites, versus le chirurgien n'est pas là, il est au bloc opératoire, il est à la clinique externe, il faut l'appeler, il ne répond pas, il faut revenir, Donc là, on vient de perdre un bon 30 minutes, là. Mais ça, c'est quand même c'est une prise en charge rapide. D'ailleurs, des fois, les cardiologues nous disent là, que le patient, il est en FA à 9h, il est 9h20, vous m'appelez. Oui, je suis là, puis je le constate, puis ça va plus vite maintenant. Ce qui va aussi aider, c'est la rapidité de l'admission. Donc, un patient qui arrive d'un autre centre hospitalier, qui arrive de la maison pour l'investiguer, des fois, c'est aussi bête que demander un TACO. C'est sûr que si moi, je le vois, on l'admet à 11h, puis je demande le TACO à 11h10, le TACO, il est fait à 11h, à 13h, on va l'opérer plus vite, on va diminuer les temps d'hospitalisation, on va diminuer le temps de prise en charge versus le patient arrive à 10h, on prescrit le TACO à 6h le soir, il va l'avoir le lendemain. Donc, on s'entend que déjà, là, on vient de gagner une demi-journée à 3/4 d'une journée, puis dans le cadre du cancer, c'est quand même très important. Bon, ce que j'aime dans ma pratique, tout ça, c'est sûr que c'est le sentiment surtout de faire la différence auprès du patient. On fait une tournée médicale, mais le patient, quand il a besoin de parler, j'ai besoin de rester avec lui 20 minutes dans la chambre, là, je vais rester, je vais l'écouter, je vais le rassurer. On est là pour ça. On prend le temps d'expliquer. C'est sûr que les médecins sont toujours, ils passent le matin à 7 heures ou il fait l'autre tôt le matin à 7 heures, voient le patient vite, il faut qu'il aille au bloc. Ils n'ont pas forcément le temps. On prend le temps avec chaque patient qui a besoin de quoi que ce soit. Puis ça, c'est un sentiment quand même que je trouve très important. Puis les patients nous le disent. Ils nous le répètent. Merci, vous avez pris le temps avec moi, vous m'avez expliqué. Puis on réexplique 4 fois la même chose, 4 journées d'affilée, mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. C'est un peu notre côté nursing qui ressort. On appelle ça faire des câlins, là, mais c'est bien correct aussi. Assurer un soutien clinique, puis assurer une présence constante, ça aussi. Puis ça, c'est une plus-value au niveau des infirmières. Les infirmières nous le disent. Je ne sais pas, pandémie COVID, on a été retiré de l'étage. La première question, les infirmières nous regardent, qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'êtes pas là. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas le cellulaire? C'est ça. Mais on est revenu très vite après. Mais ça démontre aussi une plus-value, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose. Versus, tu dis, je m'en vais un mois, dis bonnes vacances, si tu reviens dans 3 mois, c'est bien correct. Je pense que ça apporte quand même quelque chose. Puis c'est un sentiment important pour nous parce qu'on a l'impression, c'est pas on a l'impression, c'est qu'on fait une différence quelque part aussi. L'autre chose que j'apprécie, c'est l'autonomie. Donc, c'est sûr que c'est un travail de collaboration. On parle beaucoup avec les médecins, tout ça. Mais, un patient en surcharge, je ne vais pas attendre que, il est en surcharge, voulez-vous que je donne du LASIX? Non, on va le faire, on va travailler, on est là. On va peut-être scraper ses reins parce qu'on a donné du LASIX, mais on a évité de le faire intuber parce qu'il nous fait un flash au AP. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une certaine autonomie. Puis c'est la confiance que les chirurgiens qui nous donnent. Ils nous donnent cette confiance, puis c'est très, très important. Je pense que je n'ai pas été trop long, non? Ça devrait être correct. J'allais t'arrêter bientôt. Reda, t'étais enflammé. Non, mais j'ai fait un gros PowerPoint, moi. C'est ça, un passionné. Quand je vous disais qu'on a une équipe passionnée, c'est la démonstration. Alors, on va terminer le bloc IPS avec Stéphanie Labrec, qui est IPS en médecine interne. À toi la parole, Stéphanie. Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme je viens de le mentionner, moi, je travaille là, dans le secteur de la médecine interne, plus précisément en clinique externe. Juste avant, en fait, moi, j'ai gradué là, comme Reda et Marie-Joëlle en 2019. Donc, ça fait environ 2 ans que je pratique là, à l'UCPQ en médecine interne.
Je ne veux pas trop m'attarder sur mon rôle parce qu'il y a différents autres points plus importants que je veux discuter, sauf que, en gros, ce qu'on fait, c'est du suivi de clientèle, des patients atteints de maladies chroniques principalement. Le gros de notre clientèle, c'est des patients diabétiques type 1, type 2, des patients qui souffrent d'obésité, donc on prend en charge cette maladie-là, et également des patients cirrhotiques. C'est sûr qu'on a une liste qui est un petit peu plus exhaustive, qui avait été déjà préétablie là, avant qu'on commence là, au niveau de la clinique. C'est une liste qui est évolutive, qu'on réévalue là, à chaque année en collaboration avec les internistes, puis aussi avec notre chef de service et nous là, en tant qu'IPSSA, moi et ma collègue. Une journée type, je vous dirais qu'on fait des consultations, 3 consultations le matin, puis par la suite, il y a beaucoup de suivis téléphoniques qui sont faits afin de faire l'ajustement des différents traitements, des molécules qu'on met en place. Puis également, on fait là, du suivi de labo, là, puis du suivi d'examen. Fait que ça, c'est un petit peu une journée type. Ça se produit 4 jours par semaine, puis on a une journée de libération par semaine pour faire d'autres tâches. Cette libération-là nous a permis de nous impliquer sur différents volets auprès de notre clientèle en médecine interne. Puis, ça a été possible en fait aussi avec la grande collaboration avec des internistes, leur confiance en nous pour optimiser le suivi de ces clientèles-là, mais aussi un fort appui là, de la DSI, plus précisément là, de notre chef de service qui nous appuie dans tous nos projets puis qui nous permet là, de nous développer, puis de développer en fait le suivi de notre clientèle là, en médecine interne. Je vais vous donner quelques exemples de projets. Un des principaux c'est principalement ma collègue Émilie Vigneault-Cibard qui a travaillé, mais j'ai quand même un petit peu collaboré, c'est vraiment de développer la trajectoire de la médecine bariatrique. C'est une nouvelle. L'obésité, c'est présent de longue date. Puis, c'est une trajectoire à l'UCPQ qui était développée, mais pas de façon optimale. Puis, au cours de la dernière année et demie, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place afin d'optimiser le suivi de cette clientèle-là, puis d'avoir une meilleure prise en charge et un meilleur soutien de cette clientèle-là. Je vais vous donner quelques exemples d'éléments qui ont été développés. Tout d'abord, on a optimisé le site Internet de l'UCPQ sur la prise en charge de la médecine bariatrique avec plusieurs informations pour les patients pour qu'ils puissent comprendre mieux leur maladie, mais aussi comprendre les traitements qui sont associés. Également, il y a eu des capsules vidéo qui ont été développées pour le patient. Également, ma collègue elle a développé, en collaboration avec les internistes, un questionnaire afin de vraiment cibler les problématiques des patients pour prendre en charge cette clientèle-là de façon optimale puis selon leurs besoins à eux. Ça, c'est un des exemples de projets pour lesquels on est impliqué, puis qui nous amène à nous développer d'une toute autre manière en tant qu'IPSSA. Donc, je trouvais que c'était un point qui était vraiment positif dans notre travail à la clinique externe de médecine interne. Également, on a optimisé on a optimisé la trajectoire des patients cirrhotiques, qui sont des patients qui sont des grands utilisateurs de soins, puis souvent sont réhospitalisés. Donc, en collaboration avec les internistes, on a vraiment développé une trajectoire pour optimiser la prise en charge de cette clientèle-là, mais réduire les hospitalisations et les réhospitalisations après une hospitalisation pour que, justement, qu'on ait un suivi là, beaucoup plus rapproché de cette clientèle-là. Fait que ça, c'est un autre exemple à ce niveau-là. Également, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la clinique externe de médecine interne, c'est une clinique qui est partie de zéro. On a développé tout le monde ensemble en collaboration, moi, ma collègue, la chef de service et l'équipe d'internistes pour développer une clinique qui était vraiment optimale dans le suivi de la clientèle et qui intégrait bien le rôle de l'IPSSA et la prise en charge globale des patients. Puis ça, c'est une collaboration qu'on a trouvée très importante puis qui a vraiment amené un facteur facilitant au développement de ce projet parce que faut comprendre que c'est certain que quand on développe un nouveau rôle, il y a beaucoup d'enjeux, de défis qui
qui se placent au courant du projet, puis l'implication, puis la collaboration de la DSI, puis de les chefs médicaux et des internistes, bien, ça a vraiment facilité ce développement de projet-là. Puis, cette collaboration-là est toujours présente, puis il y a toujours d'ouverture à modifier, améliorer la clinique. Puis ça, pour nous, c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est une plus-value au développement de notre rôle. Un autre support qu'on a eu au niveau du développement puis la collaboration avec les internistes, c'est le développement de la formation continue des IPSSA à l'UCPQ. À chaque mois environ, il y a des formations qui sont offertes aux IPSSA afin de maintenir leur compétences ou développer de nouvelles connaissances dans différents domaines qui peuvent être utilisés là, dans leur champ pratique. Ce qui fait que pour nous, c'est vraiment un plus là, au développement de nos compétences et de nos connaissances en tant qu'IPSSA. Également, ce que je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'autonomie et de collaboration interprofessionnelle, mais également, je tiens à mentionner une collaboration toute spéciale entre IPSSA à l'UCPQ. Au début de notre pratique, on a eu un programme de mentorat, donc les IPS nous soutenaient dans le développement de notre rôle, ce qui, selon moi, était très formateur parce que ce n'est pas toujours évident de trouver la ligne c'est pas toujours évident de connaître notre limite, puis ils nous ont vraiment guidés dans ça. Fait que ça, je trouve que ça a été super important. Puis aussi, on a une collaboration qui est toujours présente. Par exemple, avec la clinique d'assistance cardiaque, on s'appelle pour discuter de différents cas. Des fois, ils nous appellent parce qu'ils ont des questions sur des cas d'anémie, sur des cas de diabète, sur des cas de dystroïdie. Puis à l'inverse, moi, je le fais de mon côté, soit avec la clinique d'assistance cardiaque pour des patients qui sont connus qui ont des problèmes d'assistance cardiaque sur leur thérapie. Mais aussi, j'ai déjà appelé mes collègues en chirurgie thoracique pour avoir leur avis ou connaître un petit peu c'est quoi le plan pour un patient qu'on a nouvellement découvert un cancer de l'œsophage, des choses comme ça. Fait que cette collaboration entre nous est vraiment importante. Puis je trouve que ça donne vraiment une plus-value dans mon travail là, de tous les jours. Puis je vous dirais que ça fait partie également d'un des points importants, puis un des points que j'apprécie à travailler à l'UCPQ, c'est la disponibilité et la collaboration qu'on a avec entre IPS, c'est ça. Aussi, d'autres points que j'apprécie, outre l'autonomie puis la collaboration avec l'ensemble des professionnels, moi, je trouve qu'en clinique externe, le lien qu'on développe avec les patients, un lien qu'on développe à long terme, qu'on suit, une confiance qu'eux ont envers nous, je trouve que c'est vraiment gratifiant. Puis de les voir évoluer, puis de les voir s'améliorer, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me stimule puis qui me challenge là, dans mon travail. Donc, c'est un des points importants là, que je trouve qui ressort, dans le fond, de façon positive là, de mon travail. Donc, en gros, c'est ça. Je vais laisser la place au prochain présentateur, étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Est-ce que Dr Mohamadi, vous êtes en ligne? Oui, Julien, je suis là. OK, je vais vous présenter. Dr Mohamadi est avec nous. Il est chef de la chirurgie cardiaque. Dr Mohamadi, on a connu, Geneviève et moi, les vieilles IPS, là, on a connu Dr Mohamadi Fellow. Alors, il a travaillé avec nous également. Fait que ça fait 16 ans qu'il côtoie des IPS. Donc, il est ici ce soir pour un peu parler de Je pense qu'on a perdu Juliane. Allô? Oui, on a perdu Julien, oui. Alors, on va vous laisser la parole. Oui, OK, parfait. Écoutez, bonsoir à vous tous. Oui, j'ai disparu, excusez-moi.
Oui, je ne veux pas ouvrir mon caméra parce que je viens de sortir de l'hôpital, je suis dans la voiture actuellement. Alors, comme j'ai promis à Julienne d'être présente, je pense que c'est incontournable de rôle des IPS à notre institution, surtout en chirurgie cardiaque. Écoute, si on me demande qu'est-ce qui a été le progrès le plus important en chirurgie cardiaque, je vais dire sans faute que c'était la présence des IPS en chirurgie cardiaque. C'est sûr que techniquement, en salle d'opération, avec les techniques différentes, la chirurgie a été beaucoup plus progressée, mais en termes de périopératoire, je pense que le rôle des IPS dans notre service et notre département, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Alors, les qualités des travail et qui les IPS nous offrent sont extraordinaires. Alors, j'étais témoin de la progression de cette parcours. Je pense que la population devient de plus en plus vieux, en même temps de plus en plus malade. Et je vois que les résultats, malgré tout ça, s'améliorent en termes de ce que les IPS offrent à nos patients. Alors, ce n'est pas juste en termes médicaux, j'imagine en termes de communication, en termes en fait, ça a plein d'aspects d'un patient en chirurgie cardiaque, physiothérapie, gériatrie et tout ça, médecine interne, diabète, insuffisance rénale, et tous les aspects sont couverts par nos IPS. Alors, imaginez, vous pouvez facilement imaginer à quel point elles sont devenues complètes depuis des années qu'ils travaillent avec nous. Alors, le premier gagnant de cette histoire, c'est nos patients. Alors, nos patients, ils bénéficient énormément de leur expérience et je ne pouvais même pas imaginer notre centre, au moins notre service, sans avoir des IPS, surtout pour nos patients. Alors, j'imagine que je pense, si je ne me trompe pas, peut-être Geneviève et Julien peuvent me corriger si je me trompe. Je pense qu'ils ont une bonne collaboration avec les chirurgiens aussi. On a toujours un chirurgien à l'étage qui collabore avec les IPS pour régler les petits problèmes qui persistent ou résiduels qui existent encore après avoir la visite des IPS. On a des fellows en plus qui viennent de 4 coins du monde. Alors, pour être formés en chirurgie cardiaque, et la majorité du temps, c'est sûr qu'ils passent au bloc opératoire, mais il y a une partie aussi, ça sera à l'étage avec les IPS. Alors, c'est sûr que c'est une collaboration bilatérale et je pense qu'ils se complètent très bien et les fellows apprennent énormément de nos IPS. Et les IPS aussi profitent des peut-être d'expériences chirurgicales de nos fellows. Malgré que nos IPS, après autant de temps, j'imagine qu'ils sont extrêmement expérimentés au niveau de techniques chirurgicales aussi. Ils savent en quoi c'est quoi la complication de chaque pathologie. Les chirurgies cardiaques, il y a une particularité, que c'est un turnover très rapide. Alors là, c'est les patients rentrent, sortent. C'est sûr qu'en chirurgie cardiaque, il y a légèrement surpression. Les IPS sont un peu de suppression parce que les patients devraient sortir rapidement parce qu'il y a toujours limité en termes de lits disponibles. Et deuxièmement, on est le seul centre chirurgie cardiaque à l'est-nord de Québec. Alors, ça aussi démontre à quel point les IPS sont efficaces parce que si leur travail n'existe pas, alors malgré la qualité, même la quantité des opérations va diminuer significativement. Alors, je pense que les IPS, moi, je veux faire un petit peu de publicité pour les IPS en chirurgie cardiaque parce que l'aspect couvert par nos IPS en chirurgie cardiaque, c'est extrêmement large. Comme j'ai mentionné, ils sont déjà un patient en médecine interne, ils sont déjà un patient thoracique, ils sont déjà un patient de cardiologie, mais en même temps, ils deviennent un patient en chirurgie cardiaque. Alors, ils sont tous diabétiques, ils sont tous insuffisants rénales, ils ont tous des problèmes de poumons.
Ils sont tous très âgés, fragiles. Alors, ça, c'est la couverture qui se fait par nos IPS. C'est très large et très, très, très complet. Je pense que c'est une discipline qui progresse énormément dans notre institution. Je vois qu'il est déjà en médecine interne. Je connais quelques IPS en chirurgie thoracique. C'est le futur de médecine dans notre institution. Je pense ailleurs, ça sera ça. Et je pense que c'est un métier en progression et ça sera très, très important d'être un élément de ça. Je pense que nos IPS en chirurgie cardiaque, c'est un pilier très, très important qui fait partie d'un soin périopératoire. Alors, je pense que tous nos IPS qui ont présenté ce soir, ils ont parlé de leur expérience. Je ne pense pas que je vais ajouter quelque chose d'autre supplémentaire. Là. Alors, si vous avez des questions, je suis disponible à vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Dr. Mohammadi. Maintenant, je céderai la parole à notre dernier conférencier, c'est Dr. Julien. Je crois que je vous ai vu en ligne, Dr. Julien. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, bonjour, Dr. Julien. Parfait. Dr. Julien, Salut. c'est un chirurgien bariatrique. On n'a pas encore d'IPS dans ce domaine de soins-là, mais on en voudrait. Alors, je laisse la parole à Dr. Julien qui va vous partager sa vision et son souhait d'avoir une IPS dans son service. À vous la parole, Dr. Julien. Merci. Bonsoir tout le monde. Nous, on est une équipe de 8 chirurgiens bariatriques à l'UCPQ. Je me permets peut-être de faire une petite capsule d'informations sur la chirurgie bariatrique parce que je suis convaincu que la majorité d'entre vous ont eu très peu de contact avec cette clientèle-là et puis la chirurgie en tant que telle. Pour vous donner une idée, à l'UCPQ, donc on est une équipe de 8 chirurgiens. Il y a environ 2000 patients en attente d'une chirurgie bariatrique sur notre liste. Tous ces patients-là, au fur et à mesure, vont être évalués par une équipe d'infirmières qui est déjà sur place, une équipe de nutritionnistes, de psychiatres et éventuellement de kinésiologues si on pouvait en avoir. Donc, il y a toute une évaluation qui doit être faite de cette clientèle-là. Après 1 an et demi, 2 ans d'attente sur notre liste, ils vont nous voir. Et il y a une discussion sur le type d'opération qu'on va leur proposer, parce qu'il n'y a pas juste une opération, plusieurs types d'opérations en chirurgie bariatrique selon les comorbidités des patients et certaines caractéristiques spécifiques. Puis ensuite, on termine l'évaluation des patients à la clinique externe selon les examens qu'on va demander, comme des gastroscopies, des scans, des trucs comme ça pour étoffer le dossier. Puis, suite à ça, il y a en général une autre attente de 4 à 6 mois, puis le patient va être opéré. Les chirurgies sont faites par laparoscopie, des chirurgies qui durent entre 1 heure et 3 heures, dépendamment du type d'opération. Dr. Mohammadi vous disait qu'il y avait un gros roulement en chirurgie cardiaque, mais en chirurgie bariatrique, les patients restent en général 24 heures à l'hôpital, quittent le lendemain de l'opération, donc ça va très, très vite. Ensuite, on doit leur donner cependant un support qui est très concret une fois le retour à domicile qui a été effectué. Les patients ont tendance évidemment à rappeler occasionnellement pour prendre l'information, pour régler des fois certaines choses qu'ils n'ont pas compris à l'hôpital. Donc, il y a un support de notre équipe d'infirmières et de nutritionnistes aussi dans la prise en charge des patients post-opératoires. Ensuite, on offre un suivi à nos patients à vie. Donc, ils nous voient aux 4 mois la première année, 6 mois la deuxième année, puis annuellement par la suite. Des fois, c'est eux autres qui se tannent de nous autres avant puis arrêtent de venir nous voir, mais globalement, on leur offre de faire un suivi à très long terme. Donc, ça, c'est en accélérer la trajectoire de nos patients. Nous, de la façon dont on voit l'IPS, on l'a dit, là, on n'en a pas d'IPS actuellement. On cherche à avoir quelqu'un qui va être un peu un pionnier ou une pionnière dans notre service. Les tâches restent à définir. Puis ce qu'on veut, c'est quand quelqu'un aura montré de l'intérêt puis viendra nous voir, c'est de s'asseoir avec ce ou cette candidate-là. Puis déterminer c'est quoi les intérêts. Nous, c'est quoi nos besoins, mais c'est quoi les intérêts de la candidate qui va venir avec nous. Je pense qu'il y a un côté intéressant à ça. Ça veut dire qu'on peut définir au fur et à mesure c'est quoi les tâches de l'IPS selon ce que vous aimez et selon ce que nous, on a comme besoin. Je pense plutôt que de vous mettre dans un cadre qui est déjà existant et de vous mettre dans un moule qui est déjà prédéfini depuis plusieurs années. Nous, on a l'option, on a
la possibilité de vous intégrer à plusieurs portions de l'équipe, autant à l'étage qu'à la clinique ambulatoire. Donc, je pense qu'il y a vraiment plein de belles possibilités de ce côté-là. Dans les idées qu'on a, dans ce qu'on pense qu'on peut aller chercher comme plus-value en vous intégrant à notre équipe, là, il y a la prise en charge de la cohorte de patients qui se font en chirurgie ambulatoire. Donc, depuis le milieu de la pandémie, il y a des patients qui se font opérer dans une clinique à l'extérieur de l'hôpital. Donc, c'est des patients qui doivent être préparés, je vous dirais encore plus, parce qu'ils ont beaucoup de questions. Ils vont retourner à la maison le soir même. Donc, c'est des patients qui sont peut-être un petit peu plus lourds à préparer. Puis le suivi dans les jours suivants est très important aussi. C'est des patients qui ont aussi de l'hypertension, qui ont aussi du diabète, qui ont plein de comorbidités. Donc, ils doivent être suivis de façon rapprochée. On pense qu'un IPS pourrait très bien nous aider à suivre ces patients-là en pré-op et en post-op, surveiller les glycémies, les pressions, modifier la médication. Nous, c'est quelque chose qu'on chercherait, là. Puis éventuellement augmenter la cohorte de patients qui vont être opérés en chirurgie ambulatoire, donc en chirurgie d'un jour. Donc, cette cohorte-là va être appelée à grossir, puis je pense que ça va être une partie importante du travail de l'IPS dans la portion clinique externe. Une des choses aussi pour laquelle on veut s'asseoir avec vous, c'est de discuter si vous avez des intérêts particuliers pour des clientèles qui nécessitent un suivi plus pointu. Parce qu'après des chirurgies bariatriques, il y a quand même beaucoup de patients qui vont développer des néphrolithiases, par exemple. Ces patients-là sont systématiquement envoyés en néphrologie ou en urologie. Je pense qu'il pourrait y avoir, parce qu'après ça, il faut interpréter les collectes urinaires, on peut acidifier des urines, on peut dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'une consultation en néphrologie. Actuellement, c'est ce qui est fait, mais pour décharger un peu les néphrologues, puis pour s'occuper de notre propre clientèle. Je vous donne l'exemple des néphrolithiases, mais ça pourrait être une clientèle qui vous est référée, puis vous faites un peu le travail du néphrologue pour analyser, puis voir qu'est-ce qu'il y a comme problématique, puis proposer un traitement. Même chose pour les patients qui ont des dénutritions, donc c'est les patients qui perdent trop de protéines après une chirurgie, peuvent être pris en charge par vous. Là. Puis c'est des patients souvent qui vont être suivis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois, jusqu'à temps qu'ils s'améliorent. Il y a aussi un volet qui pourrait être les patientes parce qu'on a une clientèle jeune, donc il y a des patientes qui tombent enceintes, puis nécessitent un suivi aussi qui est plus rapproché. Donc ça aussi, ça va être une clientèle que, selon votre intérêt, qui pourrait vous être un peu déviée pour le suivi en clinique externe. Il y a la possibilité d'intégrer la tournée aussi, comme il se fait en thoracique, comme il se fait en chirurgie cardiaque. Nous, notre besoin, ce n'est pas d'avoir quelqu'un à la tournée tout le temps. On a déjà un système actuellement qui nous permet d'être très autonome. On a des fellows, on a quasiment des résidents, puis il y a toujours un chirurgien qui est à l'étage. Donc, on n'a pas un besoin d'avoir quelqu'un 5 jours par semaine pour faire la tournée, mais il y aurait certainement, selon votre volonté, une possibilité de vous intégrer quelques semaines par année ou il faudrait déterminer la fréquence pour que vous puissiez faire l'étage aussi si c'est votre désir. En dehors de la portion peut-être plus clinique, ce que je comprends en date, c'est qu'il y a une portion peut-être un peu plus administrative ou recherche qui doit provenir, je pense que c'est autour de 20 de votre pratique. Nous, on est un centre de référence avec Montréal, donc on a beaucoup de patients qui nous sont envoyés de la région, pas pour nécessairement être opérés, mais des fois, ils ont des complications de chirurgie qui ont eu lieu en région où ils reprennent du poids et ils nous sont envoyés. Donc, il y a beaucoup d'enseignements à faire au centre périphérique qui font de la chirurgie bariatrique, je vous dirais peut-être un peu plus simple, des chirurgies plus faciles chez des patients un peu moins malades que nous. Mais ces gens-là recherchent actuellement beaucoup d'informations. Nous, on donne beaucoup de formations où on fait, les chirurgiens de centres périphériques vont venir nous voir. Mais ces chirurgiens-là travaillent avec des infirmières, travaillent avec des nutritionnistes. Puis ces gens-là sont beaucoup actuellement à la recherche de formation. Puis je pense qu'il y aurait moyen de monter une certaine formation qui pourrait être donnée quelques fois par année pour les gens qui gravitent autour des patients qui ont été opérés de la chirurgie bariatrique. On est beaucoup, en fait, constamment en élaboration de protocoles préopératoires, post-opératoires pour accélérer la prise en charge des patients, accélérer les trajectoires vers les différents consultants, même chose en post-opératoire. Donc, il y aurait moyen, évidemment, de travailler sur ça. Je pense que, on a plein de bonnes idées. On a discuté avec quelques candidats dans la dernière année. Nous, ce qu'on veut, c'est que si vous venez avec nous, que vous soyez vraiment comme sentiez vraiment comme dans l'équipe, puis que vous fassiez ce que vous aimez. Puis je pense que c'est ce qu'on peut apporter, peut-être plus que certains autres, c'est que actuellement, il n'y a rien de défini, coulé dans le béton. On n'a pas d'attente à 100% de ce que va être votre rôle. On est plutôt, on veut que ce soit malléable puis que ça ajuste beaucoup à ce que vous voulez. On a une clientèle qui est jeune,
On a un volet psychosocial qui est assez important si vous avez un intérêt vers ça. On a une clientèle qui est très reconnaissante. On voit les améliorations concrètes. Je sais que la chirurgie bariatrique, les obèses morbides, c'est pas sexy, c'est pas quelque chose que les gens pour lesquels les gens vont nécessairement aller. J'ai été résident, j'ai déjà voulu faire de l'oncologie pour sauver des vies puis enlever des gros cancers. Je le comprends. Mais la chirurgie bariatrique, quand on rentre dans cette sphère-là, on se rend compte que c'est des gens qui ont besoin d'aide beaucoup, beaucoup. C'est une maladie, l'obésité. On est là pour les traiter. Il y a des traitements médicaux, il y a des traitements chirurgicaux. Puis c'est vraiment, on voit un patient, puis il revient nous voir un an plus tard, il nous montre sa carte d'assurance maladie, on ne les reconnaît pas. C'est très, très concret comme amélioration de ce qu'on a changé dans la vie de ces patients-là. Puis si vous voulez faire partie de ça, c'est ultra motivant. C'est des patients qui vont bien 95% du temps, 98% du temps. Donc, c'est le fun. On les revoit à long terme. Ils reviennent nous voir, ils ont eu des enfants, ils ont couru un marathon. C'est pas tout le monde court des marathons, mais ils ont vraiment amélioré leur qualité de vie. Puis c'est vraiment le fun. Fait que je pense que si vous avez jamais eu contact avec ça, ben, prenez contact avec nous, venez nous voir, venez passer une journée. Il y a quelqu'un d'entre vous, je ne sais pas si c'est là, qui est venu là, il n'y a pas longtemps, voir l'équipe. Je pense que juste venir, puis si vous n'aimez pas ça, ben c'est correct, mais je pense que ça vaut la peine de tester parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas pour la majorité, puis je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants qui se font. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. S'il y a des questions, ben, je suis disponible. Bien, merci beaucoup, Dr. Julien. On va bientôt passer à la période de questions. Ce n'était pas sur l'horaire, mais je vous fais un petit cadeau pour terminer la période des conférences. Alors, je céderai la parole à Nathalie Thibault, qui est la directrice des soins infirmiers. À toi la parole, Nathalie. Merci, Juliane. Merci de me laisser la parole. Écoutez, c'est une soirée quand même très importante. Merci beaucoup à toutes les IPSSA qui ont fait une présentation vraiment bien dans chacun de leurs secteurs respectifs à l'IUCPQ. On n'a pas suffisamment d'IPSSA à l'IUCPQ. Clairement, on en veut plus, on en a besoin. Dr. Julien vient de le mentionner en chirurgie bariatrique. On a d'autres secteurs aussi. À l'IUCPQ, les IPSSA font partie intégrante de l'ensemble du personnel et on en veut plus. Elles sont bien accueillies. L'équipe médicale en veut aussi. Du côté de la direction des soins, c'est clair qu'on n'en a pas assez. La valeur ajoutée de l'IPSSA est clairement démontrée dans la littérature, également dans notre pratique quotidienne. Je prends Reda qui vous en a parlé tantôt en chirurgie thoracique. Vous faites la différence chez nos patients par la qualité de vos soins, vos compétences, toute l'application des connaissances que vous avez apprises à l'université, évidemment qu'on peaufine au cours du temps là, avec le jumelage auprès des équipes médicales, auprès des IPSSA, auprès des infirmières aussi. Vous avez un rôle infirmière dans votre mandat également d'appliquer. Vous êtes des modèles de rôle auprès de nos équipes de soins au niveau de la recherche, de l'enseignement. Différentes possibilités peuvent s'offrir à vous. Alors, moi, je ne peux que vous offrir dans le fond, de venir à l'IUCPQ. C'est sûr que vous allez être les bienvenus. Je vous accueille avec plaisir. Juliane est là, qui est une IPS depuis au moins une dizaine d'années, qui connaît très bien le rôle et tous les secteurs, vraiment. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps parce que je trouve ça important de vous laisser la place pour des questions, commentaires. Si vous en avez, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette belle soirée. Bien, merci Nathalie d'avoir à pied levé dit un mot aux gens, c'est très apprécié. Alors, on passerait à la période des questions. Gênez-vous pas, là, levez la main et à tour de rôle, je vous donnerai la parole. Si vous aimez mieux écrire vos questions dans le chat, je les transmettrai, il n'y a pas de problème. Dr. Julien et Dr. Mohamedi sont encore parmi nous, toutes les IPS aussi. Alors, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des commentaires? Allez-y. Oui, Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à toutes et à tous pour cette conférence-là. Et puis, je vais m'adresser aux IPSSA. Là, moi, je suis étudiant en deuxième année, puis
On reconnaît des faces de professeurs qui nous font des capsules par-ci, par-là ou dans nos cours de démarche clinique. Fait que vous avez dit tout ce que vous aimiez dans votre job, c'est ce sur quoi vos points forts et tout ça, mais pour nous, les étudiants, de vous avoir avec nous, avec votre expertise terrain, c'est vraiment, vraiment gagnant. Fait que, je me fais porte-parole du groupe de deuxième année, mais merci beaucoup, beaucoup de prendre votre temps et de prendre cette énergie-là avec nous autres. J'aurais une question pour Marie-Joëlle, si je peux me permettre, par rapport à sa pratique. Je sais peut-être que Reda aussi pourra me répondre, mais ce que j'ai cru entendre à Québec et à Montréal, c'est que les IPSSA en oncologie ne prescrivaient pas les premiers cycles de chimio. Ils n'instauraient pas de traitement de chimio, mais plutôt les cycles subséquents. Est-ce que c'est vrai? Oui, pour l'instant, c'est vrai. C'est sûr que lorsqu'on a commencé notre pratique en 2019, on était encore régi sur les anciennes lignes directrices. La loi 43 n'était pas encore rentrée en vigueur. Alors, ce qui fait qu'on pouvait faire des hypothèses diagnostiques, mais on ne pouvait pas nécessairement poser de diagnostic et d'établir le plan de traitement. Alors, c'est sûr que nous, quand on a commencé en 2019, la particularité, c'est qu'on a dû signer une entente de partenariat qui est venue échue là, avec la loi 43 qui est venue en vigueur. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on a commencé notre pratique, on était encore régi sur ces limites-là. Mais c'est sûr que ça va être en évolution. Présentement, on est en train de travailler très, très fort là, pour s'ajuster avec la loi 43. Puis, éventuellement, probablement qu'on va pouvoir être intégré dans les 10 décisions de traitement, dans les modifications de traitement. On fait déjà, quand on change de type de chimiothérapie à cause des toxicités, on prend déjà des décisions. Mais plus ça va aller, plus on va être autonome dans cette partie-là. Mais c'est sûr que la loi 43, ça ne s'applique pas de manière instantanée. Là. Alors, ça prend un temps d'adaptation. J'imagine dans le contexte qu'un cas est discuté au CDTC avec tous les médecins, tout ça, puis que le plan de traitement est décidé là, ça facilite un petit peu la transition pour le projet de loi 43. Là. Oui, c'est sûr. On présente rarement au CDTC pour l'instant, mais éventuellement, là, probablement ça va venir dans un avenir rapproché où on va pouvoir présenter certains patients au CDTC là, pour avoir des éclaircissements au niveau de l'équipe multidisciplinaire. Oui. Merci, c'est super inspirant, puis on a hâte d'arriver sur le terrain. Bien, pour compléter, je compléterai Marie-Joëlle et après, Nathalie, je vais te donner la parole. Je compléterai en disant que quand on développe un domaine de soins, on a fait l'exercice récemment avec Dr. Julien et ses collègues. On établit une offre de services, mais cette offre de services-là est évolutive dans le temps, je dirais. Donc, l'IPS commence avec une pratique et au fil de l'expérience qu'elle acquiert et au fil de la confiance aussi qu'elle prend dans sa pratique et que la confiance entre les médecins également, bien, c'est sûr qu'ils font les IPS font de plus en plus de choses. Alors, tu sais, Geneviève a dit oui de la tête, mais les IPS en chirurgie cardiaque font beaucoup plus de choses en 2021 qu'ils en faisaient en 2006. C'est bien sûr. Donc, c'est un aspect. On a décidé en oncologie de commencer par cette façon de faire, de ne pas prescrire les premiers traitements, mais encore là, c'est une pratique évolutive. C'est normal que ça soit comme ça parce que quand vous arrivez, vous ne connaissez pas tout et vous avez une courbe d'apprentissage à avoir. Et je pense que c'est plus sécuritaire pour le patient, mais c'est correct pour vous aussi. Ça vous met moins en pression en début de pratique et c'est une pratique plus évolutive. Fait que je pense que c'est bénéfique comme ça. Fait que je te donne... oui, Nathalie, tu as le... Oui, en complément de la réponse à Juliane, j'ajouterais qu'à l'IUCPQ, on est un centre tertiaire quaternaire. Et en oncologie, on est un centre chef de file en oncologie pour l'Est du Québec. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment à l'avant-garde de tous les nouveaux traitements. On a un programme ministériel au niveau du dépistage du cancer du poumon, également un projet pilote avec le ministère. Les UCPQ ont fait partie de ce projet-là, ce qui fait qu'on a plusieurs traitements de chimiothérapie ou oncologie qui sont des traitements,
je vais dire, novateurs qui ne se donnent pas nécessairement ailleurs. Donc, il y a quand même, là, comme dit Juliane, de l'apprentissage à faire à travers ça. Et c'est pour ça qu'on y va par étapes aussi. Je vois Marie-Joëlle qui fait signe de tête de oui, là. Et on est vraiment à l'avant-garde dans nos traitements, ce qui fait que, ben, il y a quand même des projets de recherche associés à ces traitements-là et il faut prendre le temps là, de bien faire les choses. Mais on va vraiment loin dans nos traitements, dans l'immunothérapie, dans l'oncologie, dans les médicaments qui sont associés à l'oncologie aussi. Marie-Joëlle pourrait en parler probablement beaucoup plus que moi, là. Mais puis c'est la même chose hein, en bariatrique, en cardiaque, étant un centre tertiaire quaternaire, bien, on est souvent un centre de référence, notamment pour l'Est du Québec ou même dans la province pour plusieurs traitements. Alors, tout le volet de développement de la pratique infirmière est vraiment, de l'IPSSA est vraiment à l'infini. Oui, exactement. Merci, Nathalie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Gênez-vous pas, hein, on est là pour ça. C'est le temps, il n'y a pas de mauvaises questions, c'est le temps de soyez bien à l'aise. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, on finit pas si pire, 15 minutes en retard sur notre horaire malgré les gros problèmes techniques que nous avons eus au début. Bien, je voudrais vous remercier premièrement de votre patience du début, d'être resté en ligne et d'avoir participé ce soir. J'espère qu'on a réussi notre objectif principal de vous transmettre notre passion et de vous avoir donné le goût de venir travailler et de venir vous joindre à notre belle équipe d'IPS. Je vous rappelle que l'enregistrement va être déposé sur Internet, donc sur notre site Internet dans l'onglet Développement de carrière. Donc, s'il y a des collègues à vous qui ne pouvaient pas se joindre à nous ou qui n'ont pas réussi à se joindre à nous ce soir, transmettez-leur l'information et ils pourront l'écouter en différé. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.